professeur Smith, peut-être que c'est plus intéressant de parler de PSA. Ce n'est pas fiable. Alors, bon. Les marqueurs tumoraux circulants, donc, comme vous le savez, c'est des molécules antigéniques produites par les cellules tumorales et trouvées en quantité décelable dans le sang. Et chaque marqueur tumoral donc, utilisé en clinique est ainsi associé à un ou plusieurs cancers. Ces marqueurs donc, doivent avoir un intérêt essentiellement pour le suivi thérapeutique, c'est l'intérêt partagé donc, par tous les marqueurs tumoraux. La plupart aussi sont utiles pour le pronostic. Une bonne partie sont utiles pour le diagnostic aussi, heureusement, et puis certains peuvent être utiles pour le dépistage. La surveillance, le suivi thérapeutique, bien sûr, ça c'est donc chez les malades traités. Et là, donc, le monitoring régulier donc, du marqueur tumoral associé à la tumeur donc, permet souvent de prédire, donc l'élévation du marqueur permet souvent de prédire les récidives et ainsi d'ajuster le traitement utilisé. Il est important ici de rappeler l'intérêt et l'utilité du dosage initial avant tout traitement. Souvent, on l'oublie, on se lance dans le traitement chirurgical ou autre, mais c'est très important d'avoir une valeur de base avant toute action thérapeutique pour pouvoir suivre l'évolution. Le pronostic, bien sûr, ça, il s'agit du malade diagnostiqué, donc souvent le taux sérique du marqueur tumoral est associé corrélé à la taille ou au degré d'extension de la tumeur et donc cela permet, le taux du marqueur permet souvent de prédire l'évolutivité de la maladie. Le diagnostic, donc bien sûr ça c'est ce qu'on cherche pour les sujets donc, symptomatiques qui viennent avec les manifestations cliniques consultées. Et là donc comme vient de le dire notre maître professeur Smith, il ne faut pas oublier que donc, pour chaque marqueur, donc, la présence du marqueur tumoral à elle seule ne permet pas de poser le diagnostic de cancer. Et à l'inverse, l'absence du marqueur tumoral n'élimine pas le cancer. Le marqueur tumoral n'est qu'un élément parmi d'autres pour le diagnostic clinique, donc avec les autres éléments donc, radiologiques, cliniques, etc. À la part, bien sûr. Et donc, pour la plupart des marqueurs tumoraux, donc, il y a des conditions où il y a une élévation non spécifique du marqueur, donc dû à des maladies inflammatoires, infectieuses ou à d'autres tumeurs aussi. Le dépistage, donc, c'est vrai, donc ça c'est pour détecter avec un simple d'examen sanguin, donc détecter la présence de cancer chez les sujets en bon état de santé. Malheureusement, dans la population générale, pour le moment, donc, il n'y a pas de marqueur tumoraux qui s'applique à cela. L'utilité, c'est surtout chez les sujets à risque, par exemple pour le cancer du foie, l'AFP, pour le cancer médulaire de la thyroïde, la calcitonie, mais aussi bon, pour le PSA avec le cancer de la prostate. Alors pour le cancer de la prostate, donc vous savez, donc le premier marqueur tumoral donc, décrit, ça a été les phosphatases acides prostatiques, mais qui concerne le cancer de la prostate, puisque comme son nom le dit, donc c'est un antigène spécifique de la prostate. Bon, il y a donc tous les ans de nouveaux marqueurs qui sont essayés, donc tout récemment, comme par exemple certaines callicréines, human callicréine 2, ou la sphingosine 1 phosphatase, ou l'urokinase plasminogen activation, donc des marqueurs qui sont là les plus récents, qui sont à l'essai, qui ont été publiés, mais bon, le PSA reste le marqueur donc, de base, donc généralement utilisé encore pour le cancer de la prostate.
Alors, bon, on a tout essayé, le PSA total, puis le PSA libre, maintenant, on parle du pro-PSA, de la vélocité, de la dynamique, etc. Alors, le PSA, donc, c'est une glycoprotéine d'une trentaine de kilodaltons de poids moléculaire. C'est une sérine protéase avec une activité enzymatique de type chymotrypsine-like qui liquéfie le coagulum séminal et donc qui va assurer une meilleure circulation des spermatozoïdes. Le gène sur le chromosome 19, c'est un membre de la famille des callicréines. Le PSA circule, donc cette molécule circule dans le sang, dans le sérum, sur plusieurs formes. Deux formes liées à l'alpha-1 anti-chymotrypsine qui est inhibiteur et à l'alpha-2 macroglobuline notamment. Et cette forme donc est une forme non immunogène, donc qui n'est pas dosée dans les tests immunologiques, et puis une forme libre donc qui correspond au free PSA. Alors, pour vous donner une idée sur le PSA dans le diagnostic du cancer de la prostate, j'ai choisi de vous parler parce que de toute façon dans les papiers de ces 10 dernières années on ne parle plus de ces paramètres-là. Ça a été décrit dans les années 80, 90, début des années 90. Donc une étude que nous avions faite en collaboration avec le service d'urologie du CHU Habib Bourguiba de Sfax, donc pour une thèse en co-direction avec le professeur Mohamed Nabil Mhiri, une thèse de monsieur Dr Anwar Absadi. Nous avons utilisé deux séries pour estimer, donc pour calculer la spécificité, la sensibilité du PSA. Pour calculer la spécificité, il faut prendre des malades tout venant, qui sont suspects, qui sont une pathologie prostatique, mais ça peut être autre chose. Hein. Pour calculer la sensibilité, on part donc de malades qui confirmés comme ayant, c'est la deuxième série, comme ayant donc un néo de la prostate, un adénocarcinome prostatique. Donc pour cette première série, nous avons pris les 600 dosages que nous avions effectués en 1996, les 600 dosages de PSA. Nous sommes revenus au dossier et nous avons retenu 588 dossiers de malades, donc avec un diagnostic établi. 55 avaient un adénocarcinome de la prostate, 52 avaient une hypertrophie bénigne de la prostate et 8 avaient une prostatite aiguë ou chronique, alors que 473 donc, étaient indemnes de toute pathologie prostatique. Les valeurs de PSA, donc, comme vous le voyez, étaient la moyenne, donc était plus faible dans les hypertrophies bénignes de la prostate que dans les prostatites, donc 4,35 dans l'hypertrophie versus 6,31 dans les prostatites, mais avec une très très faible variation, donc plus ou moins à peu près 5 nanogrammes dans les deux cas. Alors que dans l'adénocarcinome prostatique, il y avait une variation extraordinaire, extrême, donc de pratiquement 0,1 ou inférieur à 0,1 jusqu'à 4350 nanogrammes par millilitre. Et on a calculé donc la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive, négative, en utilisant donc différentes valeurs seuil, hein, puisque comme vous le savez, et comme on le voit ici, lorsqu'on diminue la valeur seuil, donc on augmente la sensibilité, c'est ce qu'on confirme ici, mais on perd en spécificité. Donc vous voyez bien qu'avec une valeur seuil de 3 nanogrammes par millilitre, on a une sensibilité à 85,45%, ce qui veut dire que pratiquement 15% des malades avec un adénocarcinome de la prostate ont un PSA inférieur à 3 nanogrammes par millilitre. Et à cette valeur seuil, donc, on a une spécificité à peu près de 90%, donc c'est une bonne spécificité. Et puis donc plus on augmente la valeur seuil, plus on perd en sensibilité.
mais plus on gagne en spécificité. Et vous voyez bien que avec une valeur seuil de 10 nanogrammes par millilitre, pratiquement 99%, on a une spécificité de 99,62%. Ce qui veut dire, donc, le professeur Smith a montré tout à l'heure, donc, certains cas d'hypertrophie ou autres, donc avec des PSA à 13, 16, ça existe, mais donc ça représente vraiment, avec un PSA supérieur à 10, il faut vraiment avoir en premier, en tête, l'adénocarcinome prostatique. Et pour l'anapathe, ils le savent, ça les incite à faire des coupes supplémentaires, etc., pour rechercher les micro-foyers, les micro... bon. Et... Vous voyez qu'à 3 nanogrammes par millilitre, on a une valeur prédictive négative, donc de 98,37%, c'est-à-dire qu'avec un PSA quand même inférieur à 3 nanogrammes par millilitre, dans 98,37% des cas, ce n'est pas un cancer de la prostate. Et inversement, avec des valeurs supérieures à 10 grammes par millilitre, dans 94% des cas, c'est un adénocarcinome de la prostate. L'autre série donc, que nous avons utilisée pour calculer la sensibilité, donc on est parti des 161 cas d'adénocarcinome prostatique, donc hospitalisés au service d'urologie pendant cette période de 3 ans et 8 mois. Et donc en revenant au dossier, donc on a retenu 105 malades qui avaient donc un dossier bien ficelé avec tous les éléments nécessaires, et puis notamment le PSA avant tout acte thérapeutique. Et là donc le PSA était pour ces 105 malades, la moyenne était à 137 nanogrammes par millilitre, mais avec une grande variation toujours, plus ou moins 311 nanogrammes. Et les extrêmes, donc vous voyez vraiment pareil, donc 0,8 à 2150 nanogrammes par millilitre. J'ai tenu à vous montrer donc le nombre d'adénocarcinomes pour les différents intervalles de PSA. Donc on a 105 cas. Vous voyez que 24 avaient un PSA supérieur à 100, 14 avaient un PSA entre 50 et 100, 25 avaient un PSA entre 10 et 50, 11 etc. Et puis vous voyez, il y avait 10 parmi les 105 qui avaient un PSA compris entre 1 et 3, et 10 qui avaient un PSA inférieur à 1, donc pratiquement négatif. Et tout à l'heure, on a vu la sensibilité, on avait calculé à 45% à 3 nanogrammes par millilitre. Bon, ici, avec cette série, la sensibilité est autour de 80%. Pour une valeur seuil de 3 nanogrammes par millilitre, 79,05. Et plus, quand on augmente, bien sûr, la valeur seuil, la sensibilité baisse. C'est le PSA, donc nos valeurs, donc ça rejoint plus ou moins ce qui est rapporté dans la littérature. Donc il y a toujours 10-15% à gagner. C'est pour ça, c'est ce qui explique qu'on ait cherché à associer avec le dosage du PSA celui du free PSA, du PSA libre, avec le calcul du PSA libre, du taux de PSA libre sur PSA total. Donc il a été proposé que ce taux était diminué dans l'adénocarcinome de la prostate. Et je vous rapporte ici les résultats d'une étude que nous avons faite, pareil avec le service d'urologie, donc sur 70 malades. Et tous ces malades avaient un PSA entre 2 et 15. Et pour tous ces malades, on a fait le FPSA. Et